C'est pas une question, c'est un commentaire à Jean-Claude. Dans la loi Jardé, il y a la disposition que tu réclames, c'est-à-dire pas une obligation, mais une recommandation forte de soumettre au CPP français les projets destinés au Sud lorsque le promoteur est français. C'est voté. Je le sais, François, mais s'il y avait dans la disposition de la loi Hurier-Séruscla une recommandation forte de soumettre un projet de recherche et non pas une obligation, la configuration dans notre pays serait très différente. Donc, je veux dire, on avance, je dirais, vers cette démarche, mais c'est très étonnant, je veux dire, le temps que nous mettons, au fond, à penser que les autres ont droit au même droit que nous est un temps considérable. En complément de cette réponse, à quelle autorité on doit donc soumettre des protocoles? Est-ce qu'on considère que seuls les comités de protection des personnes à la française sont compétents? Pourquoi alors, dans les pays qui vont pouvoir bénéficier, accueillir ce projet de recherche, pourquoi ne pas évoquer la possibilité que ce soit les comités d'éthique locaux qui soient saisis, avec les réserves dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on incite dans les pays du monde à créer des comités d'éthique, mais qu'aucune autorité ne se préoccupe de savoir dans quelles conditions ils sont composés, dans lesquelles ils fonctionnent, et quelles sont les garanties d'indépendance de ces comités. Donc on ne peut pas aborder cette question sans évoquer une autre question de l'autorité qui serait reconnue comme compétence pour évaluer des projets de recherche dans un pays considéré. Alors, juste pour apporter une précision, puisque nous avons eu l'occasion de travailler, même si ce n'est pas obligatoire, sur des projets de recherche qui devaient avoir lieu dans des pays d'Afrique subsaharienne à 3 reprises. Et la première fois, cette démarche avait été encadrée par la participation de l'OMS et de l'UNESCO avec nous, mais surtout par la participation de représentants des comités d'éthique de la recherche locaux, qui le plus souvent n'existaient pas, et qui étaient remplacés par des représentants des autorités du pays. C'est ça. Et depuis, en fait, à chaque fois qu'on nous propose de rendre un avis sur un projet de recherche de ce type-là, on ne rend pas d'avis. Par contre, on donne des recommandations. Oui, si je peux juste redire, je ne proposais pas de substituer, c'est pas ce qu'avait fait le Comité consultatif national d'éthique, à l'examen par un comité d'éthique du pays lui-même de ces subtilités, de le complémenter. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez étonnant à considérer qu'au fond, c'est aux autres de décider si ce que nous faisons est éthique et de ne pas se poser nous-mêmes la question. Donc, sur la base du volontariat, comme François le sait, depuis une quinzaine d'années à l'INSERM, il y avait un comité, il y a toujours un comité qui examine, à condition que les chercheurs souhaitent les soumettre, les problèmes éthiques soulevés par des recherches faites par des équipes françaises à l'étranger. Mais un certain nombre de pays, par exemple comme le Brésil, qui a une tradition en matière de réflexion bioéthique, va plus loin. Le Brésil considère que si un projet de recherche n'a pas été examiné par un comité d'éthique du pays qui propose de faire la recherche, il refuse de l'examiner. Et donc ce qu'il demande, ce qui me paraît tout à fait logique, c'est la construction d'un partenariat où au fond c'est à la fois celui qui propose la recherche et celui à qui on demande de la réaliser qui vont s'entendre et dialoguer pour essayer de définir le protocole de recherche qui pose le moins de problèmes éthiques. Le comité de l'INSERM, pour moi, tous les projets qu'on fait avec le Sud doivent passer par un comité d'éthique local. Je pense par exemple au Sénégal, pour le projet de vaccination sur la bilharziose, etc. Donc tu viens d'y répondre, mais pour moi, tous doivent... Il y a le comité d'éthique français, mais il doit aussi avoir une commission, un comité d'éthique en tout cas. Et je crois qu'on l'a aidé, par exemple, au Sénégal à le faire. Hein. Oui, tu le sais mieux que moi. C'est un pays exemplaire, le Sénégal. Il se fait qu'avec l'INSERM, l'OMS, en 2000, on avait développé donc une recherche, la recherche NEBRA, d'ailleurs tu as été aussi associé, sur le développement de ces comités d'éthique en Afrique francophone. Et on s'était rendu compte qu'ils existaient, mais que les vraies questions n'étaient pas des questions de bioéthique, mais des questions de politique. Et donc c'est la vraie question qui se pose, c'est-à-dire l'indépendance de ces comités. Donc d'une part, on doit leur rendre hommage, hein, même s'ils sont quelquefois embryonnaires. Quand on voit la qualité, je pense à des gens comme Lazoar Pohamé, avec lequel on travaille, pour prendre un exemple, qui est une personne assez emblématique. Quand on voit la qualité de leur engagement très très courageux, donc déjà on doit leur rendre hommage. Je pense que nos structures doivent les soutenir, notamment en organisant avec eux, et je vois que François Hierge, par exemple à l'INSERM, que tu connais aussi, a développé des actions dans ce domaine. Et je pense que le comité d'éthique de l'INSERM, avec Hervé Schneves aussi, a à cœur cette préoccupation, c'est de les légitimer aussi en ayant des relations directes avec eux
Et je pense qu'on peut aussi contribuer, nous on l'a fait à l'espace éthique dans nos formations universitaires, à la formation, c'est-à-dire au transfert de compétences. Et on peut dire aujourd'hui, d'une manière assez rapide, que la plupart de nos interlocuteurs ont une vraie compétence en matière d'éthique, et leurs seuls obstacles sont des obstacles d'ordre politique. Et c'est là où tous les débats de bioéthique renvoient quand même à des débats de politique, à des débats de démocratie. C'est-à-dire, on ne peut pas séparer la bioéthique d'un contexte donné. C'est toute la force de la bioéthique en France que d'être discutée au niveau parlementaire, et tous les regrets qu'on peut avoir s'il n'y a plus de discussion sur des révisions de loi de bioéthique. On peut se poser, d'un point de vue démocratique, la question, est-ce que notre représentation parlementaire, outre les rapports qu'elle peut avoir de l'Agence de biomédecine, n'a pas réellement à s'investir d'une manière totale, notamment quand on voit l'évolution des questions des neurosciences. Hervé est bien placé pour le savoir en termes de libertés individuelles. Bref, il y a 1000 questions de cette nature. Donc je termine pour dire, je pense que c'est dans nos responsabilités à la fois de citoyens et de citoyens du monde que d'apporter un soutien, et même quand on va dans ces pays, de dire toute la qualité de ce qui s'y fait. Puis je termine un dernier point sur mon dernier point. Je l'avais évoqué en ouverture. Quand Michel Kazaskine avait la direction générale, et puis tu le sais bien, de la NRS, et Christine était aussi partie prenante de cette démarche, et qu'on a élaboré la charte d'éthique de la NRS dans les pays en développement, il y avait un prérequis, c'est qu'aucune recherche ne serait menée, d'abord si les critères, les prérequis d'éthique n'étaient pas équivalents, et si on n'associait pas à la fois les chercheurs, c'est-à-dire les investigateurs, et les associations dans tout protocole de recherche. C'est-à-dire, et je trouve que ça avait été... Du Sud, non, mais je parle des associations du Sud. Et je pense que c'était un prérequis important. Et quand on voit la déclaration des ISKE, je l'avais dit à Xavier Do, dès l'époque, j'allais dire, où la NRS s'est engagée dans ce domaine, elle disait, si on développe une molécule qui a une efficience, une efficacité à travers un protocole de recherche, on a un devoir de mise à disposition des populations qui ont été associées à cette découverte, on a le devoir de mettre à disposition. Donc il y avait tout un ensemble d'éléments pour dire qu'il y a eu des avancées dans le domaine du sida qui sont, et on l'a vu ce matin également avec le TRT5, qui ont complètement transformé la vision qu'on peut avoir de ces questions. Puis un dernier point, puisque personne ne parle, mais j'espère que ça incitera, un grand hommage aussi à Claude Hurier et à France Céruscla. Nous, on a suivi avec beaucoup d'émotion l'évolution de la loi du 20 décembre 88, et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était l'intitulé de cette loi pour la protection des personnes qui se prêtent aux recherches biomédicales. Et chaque mot a sa signification. La protection, donc ça voulait dire qu'évidemment on était soumis à un certain nombre de risques, enfin les termes étaient importants, et des personnes qui se prêtent aux recherches biomédicales. Et on a vu à travers cette journée, on ne va pas la synthétiser, Claude Évin va la faire dans un instant, avec son regard à la fois de politique, d'éthicien et de responsable de l'ARS, mais on a vu à quel point finalement le devoir de recherche, l'obligation également de contribuer à la connaissance, et d'un point de vue à la fois universel et puis plus spécifique, tout ça, à mon avis, devra faire évoluer nos consciences par rapport à la réflexion éthique dans le domaine de la recherche. Voilà, j'ai trop parlé, mais puisque personne ne voulait intervenir, j'imagine que ça incitera une autre personne. Non, mais par rapport à ce que vient de dire Emmanuel, je veux d'abord le remercier de son intervention, mais proposer que, indépendamment des querelles pour lesquelles il y a prescription, telles qu'elles ont été présentées par François tout à l'heure, eh bien, je proposerai un amendement pour les modifications de la loi qu'il nous a annoncé, c'est qu'on donne à ce futur texte l'intitulé « Protection des personnes dans la recherche biomédicale ». Parce que l'intitulé même de la loi a changé, et bien sûr, en changeant l'intitulé, on ne peut pas s'étonner que le contenu ait changé également. Autrement dit, même sans rien changer à l'intérieur, avec l'appui de l'espace éthique d'Île-de-France, je propose qu'un amendement propose de tituler la prochaine loi « Protection des personnes dans la recherche biomédicale », et cette journée, alors, aura donné une nouvelle preuve de son utilité. Juste un point pour prolonger ce que disait Emmanuel Hirsch. Je pense que c'est évident que le sida a été une raison d'avancée majeure dans le domaine de l'éthique, sans doute initiée d'ailleurs par les démarches de Jonathan Mann, qui insistait sur, peut-être, si je pouvais dire quelque chose, peut-être qu'il faudrait creuser le lien entre la déclaration d'Helsinki et la déclaration universelle de bioéthique et des droits de l'homme. Ce que Jonathan Mann avait initié dans le sida, c'était l'idée que les droits de l'homme ne sont pas simplement à respecter dans le cadre des recherches, mais que le respect des droits de l'homme est en soi un levier pour l'amélioration de la condition humaine. Donc je crois qu'il y a quelque chose, que ça soit
ce que tu évoquais, ou que ce soit les associations de patients, ou que ce soit donc la participation, ou que ce soit les brevets et la modification des lois de l'Organisation mondiale du commerce, la réflexion éthique dans le domaine du sida a été extrêmement motrice. Le deuxième point peut-être, c'est que non seulement, et c'est vrai que le Conseil de l'Europe, l'UNESCO, l'OMS fait des efforts et d'autres institutions pour essayer de mettre en place dans tous les pays du monde des comités d'éthique indépendants. Et là encore, c'est une question des respects de droits de l'homme, parce que quand des pays ne respectent pas la liberté de leurs citoyens, il est difficile de mettre en place une instance dont la raison d'être est justement de permettre la liberté et le choix. Mais je crois que non seulement notre rôle est de favoriser la mise en place de ces comités, mais nous pouvons énormément apprendre. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, aussi bien à l'INSERM qu'au Comité consultatif national de l'éthique, c'est ce que nous apprenons des réflexions que ces comités peuvent faire dans des contextes qui nous paraissent très loin des nôtres et qui, en fait, reflètent un certain nombre d'aspects que nous avons des difficultés à voir. Donc, c'est non seulement les aider, mais accepter, en fait, d'être aidés par eux, et donc de dialoguer, de considérer que leur implication et leur participation est essentielle à une réflexion sur l'éthique de la recherche. Si on reprend l'exemple du sida, il n'y a pas très longtemps, puisque c'était il y a 4 ans, le NIH interdisait des essais dans les pays du Sud au prétexte de protéger la propriété intellectuelle parce que ces essais allaient utiliser des génériques. Donc il y a toute une question aussi économique, et ça je pense que Claude Évin va en parler dans quelques instants aussi, qui est que dans ces partages, et au-delà des déclarations et de la protection des personnes, la question globale de l'équilibre des tensions économiques doit entrer aussi en ligne de compte. Puisque tu parles du NIH, si ma mémoire est bonne, au NIH, on peut se faire soigner gratuitement lorsqu'on n'a pas accès à l'assurance maladie, à condition de donner son accord à la participation à une recherche. Et donc le choix libre et informé dans ces conditions pose des problèmes complexes. Merci.